Bonjour et bienvenue dans cette série d'Uchronie avec pour ce numéro 2 « Et si John Fitzgerald Kennedy n'avait pas été assassiné en 1962 ?» Que se serait-il passé au niveau des États-Unis? Que se serait-il passé au niveau du monde? John Fitzgerald Kennedy, rendu célèbre par Happy birthday, Mr. President. Et tout le mythe de cette Amérique qui était triomphante et qui a failli affronter le basculement nucléaire sur les missiles de Cuba. Alors revoyons tout ça en images et à la fin de la vidéo, je vous proposerai une histoire alternative et si Kennedy n'avait pas été assassiné. Et j'attends de vous, dans vos commentaires, que vous me mettiez, vos aspects possibles d'une autre histoire. Les 20 meilleures réponses gagneront une formation en ligne. John Fitzgerald Kennedy, né le 29 mai 1917 à Brooklyn, est un homme d'État américain qui est devenu le 35e président des États-Unis. Après avoir combattu dans la guerre du Pacifique, il entre en politique en 1946 et exerce comme représentant puis sénateur du Massachusetts. À 43 ans, il remporte l'élection présidentielle américaine de 1960 face à Richard Nixon et devient le plus jeune président élu des États-Unis et également le plus jeune président à mourir moins de 3 ans après son entrée à la Maison-Blanche à l'âge de 46 ans. En outre, il est le premier président américain de religion catholique. Il laisse son empreinte dans l'histoire des États-Unis par sa gestion de la crise des missiles de Cuba, son autorisation du débarquement de la baie des Cochons, son engagement pour le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, le programme Apollo dans le cadre de la course à l'espace, son opposition à la construction du mur de Berlin, sa politique d'égalité des sexes et malheureusement son assassinat. Ses prises de position en faveur de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce lui valent d'être respecté jusque chez les républicains et le mouvement afro-américain des droits civiques qu'il soutient, voulant mieux intégrer les minorités dans la société qui prend place durant sa présidence, annonce la désagrégation. En campagne pour sa réélection, il circule dans Dallas le 22 novembre 1963 à bord d'un véhicule découvert devant un nombreux public. Et alors qu'il traverse Dealey Plaza, des coups de feu retentissent et des tirs l'atteignent mortellement. Les circonstances de son assassinat, malgré la commission Warren qui a désigné Lee Harvey Oswald comme le seul coupable, ont fait l'objet de nombreuses enquêtes, ouvrages écrits et filmés, interprétations et théories du complot. John Fitzgerald Kennedy, surnommé Jack, est le second d'une famille qui comptait 9 enfants. Le jeune John reçoit son éducation dans le Coate Rosemary Hall, une des meilleures écoles privées à Wallingford, dans le Connecticut, où son frère aîné Joseph Patrick Kennedy l'a précédé. En septembre 1935, il intègre la London School of Economics sous la supervision du professeur Lasky, mais doit interrompre ses études car il est atteint de jaunisse. Il intègre ensuite l'université de Princeton, mais doit de nouveau interrompre ses études après seulement 6 semaines et se fait hospitaliser à l'hôpital Brigham de Boston où les médecins diagnostiquent une possible leucémie. L'année suivante, en septembre 1936, il intègre l'université Harvard et ses principales matières sont l'économie, l'histoire et la politique américaine. Quand son père s'installe à Londres, il visite l'Europe, en particulier l'Allemagne nationale-socialiste, et s'assure les services d'un nègre pour rédiger son mémoire de fin d'études sur Neuville-Chamberlain et la participation britannique aux accords de Munich. Son mémoire est reçu avec mention et grâce au soutien financier de son père est publié avec une introduction de Henry Luce sous le titre « Pourquoi l'Angleterre dormait ». À 23 ans, John est ainsi l'auteur d'un relatif succès de librairie qui semble destiné au journalisme. Son père est alors déconsidéré par sa position favorable à la négociation avec Adolf Hitler. Il doit en 1941, sous la pression de son père et du Federal Bureau of Investigation, appelé le FBI, mettre fin à sa liaison avec Inga Harvald, une journaliste danoise mariée à Paul Fejos, qui était l'ancienne Miss Danemark et qui avait couvert les Jeux Olympiques d'été de 1936.
JFK est rappelé en Caroline du Sud, mais Inga le suit et ils continuent à se voir. Au niveau de sa vie privée, John Kennedy est réputé pour ses multiples maîtresses et conquêtes féminines, dont Marilyn Monroe en 1962, ainsi que Mary Pinchot Meyer, épouse de Cord Meyer, et de Judith Campbell, maîtresse simultanément de Kennedy et du parrain de la mafia de Chicago, Sam Giancana, ou encore Gunilla von Post et Marlène Dietrich. Proche de la mafia, le chanteur Frank Sinatra lui fournit des starlettes comme maîtresse. En 1961, lors d'une rencontre officielle avec le Premier ministre du Royaume-Uni, Harold Macmillan, il lui confie « 3 jours sans faire l'amour et c'est le mal de tête garanti. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas, Harold. » Le père du président, Joseph Patrick Kennedy, serait intervenu financièrement auprès de son épouse Jackie afin de la retenir. Le 12 septembre 1953, il épouse Jacqueline Bouvier en l'église Sainte-Marie de Newport. Le mariage est considéré comme l'événement mondain de la saison avec quelques 700 invités à la cérémonie et plus de 1000 personnes à la somptueuse réception qui suit. Jacqueline Bouvier, devenue Jacqueline Kennedy, fait une fausse couche en 1955, puis donne naissance à une petite fille mort-née le 23 août 1956 que ses parents auraient voulu prénommer Arabella. Cet événement va conduire à une brève séparation du couple qui se réconcilie peu après. Le couple devient ensuite parent d'une fille Caroline, puis d'un fils John qui mourra en 1999 dans un accident d'avion. Un second fils Patrick naît prématurément le 7 août 1963 et meurt 2 jours plus tard. Peu de temps après l'assassinat de John Kennedy, les restes d'Arabella et de son frère Patrick sont transférés le 5 décembre 1963 au cimetière national d'Arlington. Sa dalle mortuaire n'indique pas de prénom mais simplement la mention « Doctor », qui veut dire en anglais fille, et la date du 23 août 1956. Contrairement à l'image d'une personne dynamique, Kennedy avait une santé très fragile. Il a souffert pratiquement toute sa vie de problèmes de dos. Il est né avec une colonne vertébrale instable, selon un de ses chirurgiens, et il avait un pain, ce qui l'obligeait à utiliser des béquilles cachées au public et à se reposer fréquemment dans son fauteuil à bascule devenu célèbre et à porter un corset dorsal de 20 cm. Dès sa jeunesse, il fut régulièrement hospitalisé du fait de sa santé fragile et par intermittence eut de douloureux problèmes gastriques, probablement l'intestin irritable. Les problèmes de colique ainsi qu'à la tête furent constants malgré plusieurs séjours à la clinique Mayo. Il souffre notamment d'une infection urinaire, d'une agranulocytose et il est de plus atteint de la maladie d'Addison, c'est-à-dire une sorte de déficience des glandes surrénales, lesquelles produisent des hormones anti-inflammatoires, le cortisol. Pour soulager ses douleurs, il reçoit régulièrement des injections de cortisone, de novocaïne et de stéroïdes et prend des amphétamines. C'est ce cocktail médicamenteux qui lui a permis de déployer une énergie hors du commun et d'assouvir une libido hyperactive. Les corticoïdes qu'il a consommés pour traiter ses douleurs gastriques pourraient d'ailleurs être une cause secondaire de sa maladie d'Addison. Sa carrière politique commence après la Seconde Guerre mondiale, en 1946 en se faisant élire à la Chambre des représentants dans une circonscription en majorité démocrate. Il est réélu 2 fois, en 1948 et en 1950, et va être candidat au siège de sénateur en 1952. C'est en 1960 qu'il se déclare candidat pour succéder à Eisenhower. Dans sa déclaration de candidature, Kennedy insiste sur la nécessité d'un désarmement mondial, qualifiant la course aux armements de fardeau. Sa campagne à l'élection présidentielle américaine de 1960 est une toute nouvelle forme de la communication politique qui joue la carte de la modernité, combinant l'utilisation de la radio, de la publicité, des sondages et de la télévision. Elle sera à l'origine d'une mythologie qui dépassera très vite les frontières du pays. La campagne est caractérisée par le premier débat télévisé de l'histoire à une élection présidentielle qui va opposer en 4 duels les 2 candidats, John Kennedy et Richard Nixon. 2 candidats proches sur leur programme politique et leur âge, mais différents par leur apparence. Nixon est vu comme un personnage politique expérimenté, mais avec une image très déplaisante à la suite des caricatures d'Airblock dans le Washington Post. La politique de Kennedy, appelée la Nouvelle Frontière, prévoit la détente envers l'URSS, l'envoi d'un homme sur la Lune, l'égalité des Noirs et des Blancs, la relance de l'économie, la lutte contre la mafia américaine et l'arrêt de l'expansion communiste dans le monde. L'élection a lieu le 8 novembre 1960 et Kennedy bat Nixon de seulement 120 000 voix. Des rumeurs circulent par la suite sur le fait que son père, Joe,
aurait utilisé ses liens avec Sam Giancana, patron de la mafia de Chicago, pour que certains comtés décisifs votent bien. À 43 ans, Kennedy est le plus jeune président élu. Theodore Roosevelt était plus jeune lors de son accession à la présidence, mais il succédait à William McKinley, décédé en cours de mandat. Il est aussi le premier président des États-Unis de religion catholique. Le 25 mai 1960, Kennedy prononce le Special Message to the Congress on Urgent National Needs, c'est-à-dire le fameux discours qui donne le coup d'envoi du programme lunaire américain. Je cite « Notre nation doit s'engager à faire atterrir l'homme sur la Lune et à le ramener sur Terre sain et sauf avant la fin de la décennie. » Il répond ainsi à l'URSS qui, en pleine guerre froide, avait pris plusieurs longueurs d'avance dans la conquête spatiale. Il conforte le concept de nouvelles frontières de l'espace qu'il avait déjà évoqué dans un discours d'investiture comme candidat à l'élection présidentielle. En 1962, l'administration Kennedy impose l'embargo économique des États-Unis sur Cuba. Le 30 septembre 1962, un étudiant noir, James Meredith, s'inscrit pour la première fois à l'Université d'État du Mississippi. Les manifestants s'opposent à la désagrégation et le ministre de la Justice, Robert Francis Kennedy, frère du président, utilise 23 000 agents fédéraux pour contrer les manifestants. Le 14 octobre 1962, des avions espions américains U-2 photographient des sites de missiles soviétiques en construction à Cuba. Kennedy va être confronté à un dilemme. Soit il attaque les sites en risquant une confrontation nucléaire avec l'URSS, soit il ne fait rien et les États-Unis doivent vivre sous la menace d'armes nucléaires tactiques près d'eux. Kennedy décide un blocus de l'île et entame des négociations avec le président du Conseil des ministres soviétiques, Nikita Khrouchtchev. Durant la crise, il résiste aux pressions des militaires américains et notamment du général Curtis LeMay, qui réclamait un bombardement des sites de missiles soviétiques à Cuba. Un accord sera trouvé après plusieurs semaines de négociations diplomatiques, les États-Unis s'engageant à ne pas envahir Cuba, mais refusant publiquement les demandes de la part de l'URSS de retirer les missiles américains installés en Turquie. Le 7 octobre 1963, Kennedy signe le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires élaboré à Moscou le 5 août 1963, premier texte international permettant d'envisager un désarmement. Et le 22 novembre 1963, lors d'une visite préélectorale de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, le cortège présidentiel traverse la ville à petite vitesse salué par la foule amassée. Alors que la limousine décapotée du président passe sur Dealey Plaza vers 12h30, des coups de feu éclatent. Le président est d'abord blessé au cou, puis le gouverneur Connally, assis devant lui, est blessé à la poitrine. Enfin, une balle atteint le président à la tête, endommageant gravement la partie supérieure de son crâne, et ressort probablement par la tempe droite. Aussitôt transporté au Parkland Hospital, le président est déclaré mort à 13h après de vains efforts de réanimation. Le monde est consterné en apprenant la nouvelle. Selon les enquêtes officielles, Lee Harvey Oswald a assassiné seul le président, mais la seconde enquête, mandatée par la Chambre des représentants, estime en 1979 qu'il y a eu au moins 2 tireurs, donc c'était bien une conspiration. Reprenons la chronologie réelle. Le 22 novembre 1963, John Kennedy est assassiné. Un an après que la commission Warren, qui enquête sur l'assassinat de JFK, soit mise en place, le rapport est envoyé à Lyndon Johnson. Il conclut que Lee Harvey Oswald et Jack Ruby ont agi seuls, et cette publication est le 24 septembre 1964. Les États-Unis réagissent à l'incident du golfe du Tonkin le 8 mars 1965 et la guerre du Vietnam s'intensifie rapidement. Le président Johnson utilise les pleins pouvoirs que le Congrès lui a donnés pour envoyer des troupes au sol, à commencer par 3500 marines américains au sud-Vietnam. Et le 5 novembre 1968, l'ancien vice-président Richard Nixon, qui faisait face à JFK aux élections de 1960, touche enfin son but en devenant président. Son premier mandat est populaire, il négocie des traités avec les Russes, fait respecter les droits civils et il est réélu dans une victoire écrasante. Et voilà la chronologie alternative. Alors d'abord, rappelons-nous que dans le vrai réel, la vraie histoire, Kennedy était préoccupé par le Vietnam. Dans son évaluation de la situation au Vietnam, Kennedy avait déclaré « En avril 1963, nous n'avons pas de raison de rester au Vietnam. Ils vont nous botter le cul, mais je ne peux pas abandonner ce territoire aux communistes et demander au peuple américain de me réélire. » Donc imaginons que Kennedy se représente aux élections
de 1964 en novembre et aurait été normalement réélu face au républicain Barry Goldwater et remportait ainsi son second mandat à la Maison-Blanche. Son charisme et son attitude ferme face à la menace de l'Union soviétique dans l'histoire de la baie des Cochons à Cuba lui font gagner plus de 2/3 des voix. JFK se serait certainement retiré du Vietnam, car JFK était réticent à impliquer des forces terrestres en Asie. L'USS Maddox et 3 torpilleurs vietnamiens se confrontent dans le golfe du Tonkin, mais cela n'aurait pas eu de conséquences. On peut imaginer qu'en 1967, les tensions américano-soviétiques s'atténuent, car JFK ne souhaitait pas de nouvelles implications au Vietnam et voulait éviter la guerre avec le Nord-Vietnam. Il aurait ouvert des pourparlers entre les deux belligérants de la guerre froide et les tensions se seraient atténuées. Et vous, qu'en pensez-vous? Donc cliquez sous la vidéo le lien pour pouvoir inscrire vos réponses et pouvoir ainsi gagner une formation en ligne. À mardi prochain!